Merci de cette invitation et je trouve ça toujours très intéressant, voilà, ces discussions entre plusieurs disciplines. Moi, ça va être un petit bond dans le passé. Le titre que j'ai donné à cette communication, faire parler ce que tout le monde voit sans le voir, le statut de l'image médicale depuis la naissance de la clinique, vise en fait à vous proposer de revenir à la question de la place de l'image en médecine au XIXe siècle, donc avec la naissance de la clinique. Il ne s'agit donc pas d'imagerie médicale à proprement parler, donc des techniques d'exploration du corps qui ont été largement, qui sont l'enjeu de cette journée. Mais cependant, j'émets ici l'hypothèse à discuter bien sûr que l'avènement de la clinique, en tant qu'elle signe le règne de la visibilité, en tant qu'elle s'appuie sur nombre d'images, pourrait poser les bases de l'imagerie médicale et on va retrouver un certain nombre d'éléments qui ont été vus jusqu'à maintenant, jusqu'à la dernière communication, et notamment la question de l'interprétation. Donc cette proposition, voilà, évidemment sujette à discussion. J'espère que des liens entre hier et aujourd'hui pourront donc se faire et qu'on pourra aussi réfléchir sur un certain nombre d'écarts. Donc cette question du statut de l'image en médecine, je l'ai abordée pour ma part dans mon doctorat, puisque je suis donc, comme vous l'avez mentionné, en esthétique et philosophie de l'art. Je me suis intéressée aux liens entre art et médecine dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, forcément, étant en esthétique et en philosophie de l'art, j'étais davantage du côté des enjeux pour l'art. Je vais un petit peu le suggérer aujourd'hui, mais c'est pas l'objet. Il y avait tout de même dans mon travail une large part épistémologique et éthique. Donc, il était question principalement dans mon travail de voir la manière dont les médecins pouvaient s'appuyer sur des œuvres d'art comme illustration de leur savoir et aussi la manière dont ils pouvaient diagnostiquer les artistes à partir de leurs œuvres. Et en ce sens, ça rejoint certaines interrogations de cette session, il me semble en tout cas, la manière dont on peut faire parler les images, la manière de déceler des pathologies non immédiatement visibles et dont pourtant les images montreraient l'évidence, et je vais vous montrer quelques exemples en ce sens. Donc, je vais largement m'appuyer sur Michel Foucault pour ce travail. Le titre, faire parler ce que tout le monde voit sans le voir, une expression de naissance de la clinique. Je vous donnerai le texte juste après, au début de la première partie de ma communication. Et il s'agit donc de réfléchir à cette place du visible depuis l'avènement de la clinique, ce statut de l'image médicale depuis donc le début du XIXe siècle, en tant que nouvelle configuration épistémologique, et aussi, ça j'expliquerai à la fin de la communication, depuis naissance de la clinique en tant qu'ouvrage de Foucault. Donc je procéderai en deux temps. Premier temps, un retour sur l'évidence des images dans le contexte médical au XIXe siècle, que les techniques de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, donc l'imagerie médicale à proprement parler, renforceraient par un statut objectif plus évident. Puis, dans une deuxième partie, une réflexion sur les ambiguïtés, la manière dont le discours médical peut imposer un sens aux images. Voilà, donc je commence par cette première partie qui donc va s'installer dans la logique de la clinique pour vous en donner les principaux éléments, en commençant donc par cet enjeu de la visibilité. Alors, voilà, donc ma citation. Citation de Michel Foucault, en fait, il va s'agir principalement d'expliquer cette citation dans cette première partie. Foucault écrit « Au-dessus de tous ces efforts de la pensée clinique pour définir ses méthodes et ses normes scientifiques, plane le grand mythe d'un pur regard qui serait pur langage, œil qui parlerait. Il se porterait sur la totalité du champ hospitalier, accueillant et recueillant chacun des événements singuliers qui se produisent en lui, et à mesure qu'il verrait plus et mieux, il se ferait parole qui énonce et enseigne. La vérité que les événements, par leur répétition et leur convergence, dessineraient sous son regard, serait, par ce même regard et dans leur ordre même, réservée sous forme d'enseignement à ceux qui ne savent pas et n'ont pas encore vu. Cet œil qui parle serait le serviteur des choses et le maître de la vérité. » Et il écrit à la page suivante, « La description dans la médecine clinique n'a pas pour sens de mettre le cachet ou l'invisible à la portée de ceux qui n'y ont pas accès, mais de faire parler ce que tout le monde voit sans le voir et de le faire parler aux seuls qui soient initiés à la vraie parole. » Donc, cette citation est issue du chapitre qui s'intitule « Voir, savoir ». Et pour Foucault, il s'agit de montrer que la médecine moderne, enfin positive, naît à la fin du XVIIIe siècle sur un présupposé qui est donc une identification entre le voir et le savoir. Il y a l'idée donc de ce pur regard, d'une capacité à revenir à un regard enfin matinal, selon une autre expression de Foucault. Donc, voir, c'est savoir. C'est en ce sens donc que le pur regard et pur langage, que l'œil attentif au visible devient maître de la vérité, serviteur des choses, c'est-à-dire que l'œil du médecin et l'œil du clinicien
considèrent le déploiement des symptômes pour eux-mêmes et l'énonciation, donc le diagnostic, le discours qui va pouvoir advenir à partir de là, et adéquation du langage au réel, ce qui est donc la définition classique de la vérité. Donc la clinique, ça a déjà été mentionné aujourd'hui, la clinique désigne à la fois une structure institutionnelle et une certaine approche de la maladie. Donc dans la clinique, comme l'explique Foucault, le regard du médecin, je reprends des expressions de cette citation, le regard du médecin donc recueille les événements singuliers pris dans la totalité du champ hospitalier. Et donc, ce regard de surface fonde l'empirisme de la clinique pour comprendre donc la pathologie à partir des corps, ce qui nous semble une évidence, mais qui, à l'époque, est vraiment un bouleversement épistémologique. Donc, c'est un regard qui doit être attentif aux détails, aux moindres variations. C'est ainsi qu'il peut être objectif, et c'est ce qui permet le rapprochement entre un regard esthétique et un regard clinique, un regard scientifique, ce que j'ai nommé dans ma thèse un regard esthético-médical. En effet, comme l'écrit Foucault, le regard, je le cite, peut et doit saisir les couleurs, les variations, les infimes anomalies, se tenant toujours aux aguets du déviant. Fin de citation. En fait, ce regard parcourt l'ensemble du visible pour déceler ce qui diffère et aussi la répétition de ce qui s'écarte de l'anormal, ce qui permet donc de marquer ce qui est pathologique. Et donc le médecin, à partir de là, énoncer le diagnostic et faire partager ce regard, selon l'expression de Foucault, à ceux qui ne savent pas et n'ont pas encore vu. Donc il s'agit de faire parler ce que tout le monde voit sans le voir, de faire apparaître ce qui n'a pas forcément de sens pour un œil ignorant, mais qui s'impose pourtant si on sait regarder. Donc dans le cadre de la clinique, les pathologies semblent se donner à voir. Il suffit d'un regard sans préjugés pour le connaître. De là, on a une multiplicité de productions visuelles au XIXe siècle, puisque donc la visibilité est essentielle. Structure institutionnelle de la clinique, séance d'autopsie, monstration de cas, moulage, dessin, photographie, illustration des traités médicaux. Donc, moi, j'ai, dans ce cadre-là, pas mal travaillé sur des collections anatomiques, donc collection Dupuytren, pas actuelle, mais avant, quand elle était encore à l'école de médecine. Je vous mets une autre photographie pour voilà, vous voyez un petit peu cet étalement en vitrine, ce classement de différents restes humains et artefacts. Ça, c'est la collection Lombroso à Turin. Et puis, le musée des cires dermatologiques de l'hôpital Saint-Louis. Alors, ça se voit particulièrement à l'hôpital Saint-Louis. Ces collections de pathologie, il y a une mise en scène dans des vitrines, c'est-à-dire une organisation, si vous voulez, une mise en scène visible du savoir, une organisation avec des cartels, des étiquettes, pour faire voir ce qu'il y a à voir. Et à la fin du siècle, bien entendu, on a aussi un appui de plus en plus fréquent sur la photographie. Donc, je vous montre juste quelques exemples, notamment avec l'iconographie de la Salpêtrière. Je parlerai pas mal de Charcot et Richet dans cette communication. Voilà, donc usage de la photographie dans l'iconographie de la Salpêtrière, nouvelle et ancienne. Voici, et puis je vous mets aussi voilà, une photographie de Diamond pour donc l'Angleterre. Donc, évidemment, les moulages et les restes humains permettaient déjà, dans ces collections, d'avoir une objectivité assez précise. Et là, on a, avec la photographie, une technique qui est caractérisée par la captation du réel, donc ce qu'on appelle l'indicialité dans les théories de la photographie. La photographie est une image mécanique qui est produite par la présence réelle du modèle. Elle est la preuve que ça a été, selon l'expression de Barthes, dans la chambre claire. Et donc là, l'imagerie médicale au sens moderne est bien dans cette continuité. À partir de là, deuxième point de cette première partie, donc toujours dans la logique de la clinique, mais avec un petit déplacement, je voudrais suggérer que toutes ces monstrations visuelles, qu'elles soient des artefacts ou non, peuvent être appelées des images. Parce qu'en fait, c'est sous et par le regard du médecin que ces différentes monstrations prennent sens et que d'une certaine manière, elles sont à distance. Il s'agit d'une manière de découper le réel, de délimiter les cas, donc de faire parler le visible. C'est la visibilité signifiante en fait, des représentations. On a donc l'idée d'une évidence des images, d'une évidence comme image, parce que dans la logique clinique, c'est le mot, le cartel, le discours qui fixe le diagnostic et qui va permettre d'éclairer le fait, le visible. Alors note à ce propos, et ça va rejoindre ce qui a été aussi mentionné dans la communication précédente, le titre de cette session, c'est l'image qui décrit la réalité. À première vue, une image ne décrit pas la réalité, c'est le discours qui décrit. L'image, elle peut montrer. À la rigueur, on pourrait dire que l'image dépeint la réalité,
Mais les techniques objectives, à partir donc de la photographie, sont plutôt des empreintes. Dans ce cadre-là, elles détectent plus qu'elles ne dépeignent. En réalité, en tout cas c'est ce que je voudrais suggérer ici avec Foucault, en réalité l'image étant toujours accompagnée, explicitement ou non, du discours médical, dans le cadre médical bien sûr, on peut dire qu'elle devient discours et qu'elle peut bien, en ce sens, décrire la réalité autant que le discours. Par l'inscription dans un contexte médical, par un discours qui accompagne, par une étiquette, par un cartel, par un titre, nous sommes invités à voir ceci ou cela, tel ou tel symptôme, à comprendre qu'il s'agit de tel ou tel cas pathologique. L'image que l'on doit bien lire devient une description du réel avec ses lignes de force, la mise en valeur de ses particularités sensibles. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi à certains moments aujourd'hui, des images qui sont adéquates et d'autres qui ne fonctionnent pas parce qu'elles correspondent ou pas au projet initial, à ce qu'on cherche finalement. Une image est donc ici un document, au même titre que les annales médicales, et souvent s'inscrivant donc dans un ensemble de discours. Et donc Charcot et Richet, à la Salpêtrière, sont ici des modèles de l'appui sur les images. Donc il y a les séances de la Salpêtrière pour Charcot et Richet, l'iconographie photographique que j'ai déjà mentionné, mais ils ont aussi fait deux ouvrages de critique d'art, sur lesquels je ne me suis pas particulièrement intéressée, intitulés Les démoniaques dans l'art en 1887 et Les difformes et les malades dans l'art en 1889. Et donc ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Charcot et Richet disent que leur intérêt pour l'art a commencé par cette découverte d'un mascaron grotesque à Venise, donc c'est l'image de gauche ici, et ils écrivent dans l'introduction aux difformes et aux malades dans l'art, je les cite, « Cette découverte qu'une rencontre fortuite avait provoquée a été le point de départ de nos recherches sur la reproduction artistique des maladies et des difformités. » En fait, Charcot et Richet, dans cet ornement architectural sur une église, reconnaissent l'hémispasme facial typique de l'hystérie. Et ils supposent à partir de là que le caractère de réalité de cet ornement architectural suggère que l'artiste a pris pour modèle un cas réel et qu'il a réussi de ce fait à se dégager des représentations traditionnelles. Donc l'œuvre d'art est ici inscrite comme document pour le médecin, pour les médecins, dont le caractère de véracité est finalement attesté par la photographie après, qui montre donc la ressemblance entre les deux. Et Charcot et Richet, autre point que j'avais trouvé particulièrement intéressant, s'intéresse aussi par exemple à ce tableau de Grunewald, c'est donc pour le passe à droite, là, le détail de la tentation de Saint-Antoine dans le retable d'Isenheim de Grunewald. Et ils écrivent, c'est toujours dans les difformes et les malades dans l'art, ils écrivent qu'un confrère, je les cite, nous l'a signalé jadis à sa clinique des maladies vénériennes, nous engageant à l'aller voir pour nous faire une idée de ce que la vérole a pu être au XVe siècle. Fin de citation. Voilà, donc en fait, les œuvres d'art réalistes, naturalistes, là il ne s'agit que d'un détail, parce que vous voyez bien que dans la composition d'ensemble, on n'est pas du tout dans un tableau réaliste bien sûr, jouent comme des photographies du passé, si on veut. Donc de ce fait, Charcot et Richet vont s'appuyer sur des œuvres d'art, sur des photographies, sur le visible, mais ils vont aussi reconfigurer quelquefois ce que leur proposent les photographies. Donc là, un exemple, une photographie d'une crise de tétanisme, donc dans le cadre d'une crise d'hystérie, qui est donc, voilà l'image d'après, redessinée, dessinée par Richet, donc le collaborateur de Charcot, parce que finalement la photographie ne semblait pas assez lisible, donc il s'agit de nous permettre de revenir à la photographie pour mieux voir ce qu'il y avait à voir, avec quelque chose de plus... Didier Huberman analyse cela dans l'invention de l'hystérie pour montrer comment il y a une surenchère pratiquement dans le dessin par rapport à la photographie. Donc mon hypothèse ici, ma proposition disons, c'est qu'il pourrait y avoir d'une certaine manière une préséance des tableaux, des dessins, au moment de la naissance de la clinique, bien sûr au XIXe siècle, une préséance des tableaux, des dessins sur les photographies, une préséance chronologique et logique au sens où quelquefois, certains tableaux, certains dessins vont être finalement plus éloquents que les photographies qui vont finalement être prises vont être faites à partir de ces modèles-là. Je vous en montrerai d'autres exemples. Le modèle du bon regard médical, qui sait voir et déceler les formes et les couleurs signifiantes, est dans ce cadre un regard d'artiste, c'est-à-dire d'un artiste au sens où quelqu'un qui est capable d'être sensible
hein, d'être sensible au visible et qui sait le regarder, le mettre en forme. Donc finalement, ce pur regard, selon l'expression de Foucault, hein, que je mentionnais dès le début de cette communication, ce regard qui voit plus et mieux, ce n'est pas un regard qui est donné à tout le monde, ce n'est pas un regard commun. Ce regard sait donner un sens au réel, et en fait, ce regard est davantage la restitution d'une expérience que le visible donné tel quel. Donc, pour terminer cette première partie, une image médicale est donc discours en tant qu'elle n'a de sens que par le discours qui l'accompagne ou qui la tue implicitement, donc elle s'inscrit dans un contexte, en tant qu'elle est le double le plus parfait du regard clinique qui a été posé sur le réel. Voilà, donc cela m'amène à ma deuxième partie, même si je pense que vous voyez déjà un petit peu les enjeux principaux de cette partie, une évidence construite. Bon. Alors, premier point, la notion de coup d'œil que l'on trouve également chez Foucault. Le pur regard serait en réalité un coup d'œil. Pour Foucault, cette expression de coup d'œil sert à désigner le passage à l'anatomoclinique. Donc, je vous lis le passage. Le regard, en effet, hein, donc c'est le regard clinique, implique un champ ouvert et son activité essentielle est de l'ordre successif de la lecture. Il enregistre et totalise. Le coup d'œil, lui, ne survole pas un champ, il frappe en un point qui a le privilège d'être le point central ou décisif. Le regard est indéfiniment modulé, le coup d'œil va droit, il choisit, et la ligne qu'il trace d'un trait opère en un instant le partage de l'essentiel. Il va donc au-delà de ce qu'il voit. Les formes immédiates du sensible ne le trompent pas, car il sait les traverser. Il est par essence démystificateur. S'il frappe en sa rectitude violente, c'est pour briser, c'est pour soulever, c'est pour décoller l'apparence. Voilà, donc l'idée principale ici, hein, vous le saisissez je pense avec ce texte, c'est que le coup d'œil frappe, qu'il va sous la surface. Dans le cadre de l'anatomoclinique, il s'agit de déceler la lésion essentielle qui est à l'origine des symptômes en surface. Hein, donc un regard qui va plus loin que la surface des corps et des symptômes visibles. L'anatomoclinique est donc une nouvelle conception de la maladie qui est aussi liée à de nouvelles pratiques, hein, dont l'autopsie. Et le chapitre suivant de naissance de la clinique est « Ouvrez quelques cadavres ». Bon. Donc, voilà, ici, je le suggère hein, rapidement, parce que sinon ça va être un petit peu trop long, mais on a bien cette idée qui va être développée aussi avec, évidemment avec l'imagerie médicale, hein, cette capacité d'aller vers justement ce qui est invisible, mais qui est tout de même évidemment réel. Donc, il y a donc les cas ou les images, ce qu'on doit y voir si l'on voit bien, et finalement une fixation du sens, une capacité pour le médecin à exercer son coup d'œil pour nous montrer ce qu'il y a à voir, et même quelquefois sous la surface. Donc je voudrais ici rapidement évoquer deux cas paradigmatiques de cette manière de donner un sens spécifique aux images, selon les théories, selon un certain nombre de présupposés, disons-le de cette manière-là. Deux cas paradigmatiques, donc de cette manière de passer de l'image qui décrit, hein, une image qui était déjà en un sens, un discours, comme je l'ai présenté dans la première partie, à une image qui écrit la réalité, hein, pour reprendre donc la formulation de cette session. Donc ce premier cas, c'est Francis Galton pour la question de la photographie. Francis Galton, je vous ai montré, je vous projette ici là, le frontispice d'un de ses ouvrages. C'est l'inventeur du portrait composite. Qu'est-ce que c'est qu'un portrait composite? C'est une superposition de prises graphiques qui permettent en fait de reproduire le regard du clinicien. Donc en juxtaposant un certain nombre de photographies, il s'agit de montrer le faciès spécifique d'une maladie ou d'un individu ou d'une famille, de la santé, de la criminalité. Bon, vous avez je vous laisse regarder les différents exemples qu'il y a sur ce frontispice. La juxtaposition des photographies, si vous voulez, permet de repérer les points communs et d'effacer les traits non essentiels. La mécanique photographique est pour Galton une preuve d'objectivité. Elle permet d'établir les moyennes et les types et elle est finalement, dans son idée, similaire au regard clinique que l'on peut porter sur différents cas. Bon, Galton, forcément, est un cas singulier. Hein, c'est un anthropologue, il est considéré aussi comme le fondateur de l'eugénisme. Vous voyez ici ce poids de la norme, hein, avec en plus la question de la criminalité qui est introduite dans ce cadre, hein, mais qui est vraiment typique aussi de nombre de scientifiques du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle spécifiquement. Cela étant, il me semble que son appui sur l'évidence de la photographie pourrait être instructif pour réfléchir justement au statut des images issues de technologies prétendument objectives et pour la manière donc de fixer des normes, de fixer des maladies, de fixer des identités à partir de maladies
que l'on retrouve beaucoup dans une certaine médecine, donc du 19e siècle, et peut-être encore au 20e, et on l'espère un petit peu moins aujourd'hui. Ainsi, la plupart des théories sur la photographie ont tendance à ne considérer que la mécanique objective et non le processus de production. On a vraiment cette idée que la photographie fonctionne comme une preuve, que c'est un enregistrement passif et objectif parce que défini par l'empreinte réelle de l'objet sur la pellicule. L'entreprise de Galton montre différemment, par son excès, les limites de cette prétention à l'objectivité. Parce qu'en fait, c'est bien le diagnostic qui est premier. C'est bien le diagnostic qui est premier. C'est parce qu'on sait qui est malade qu'on peut produire ces photographies et qu'on peut donner l'image de la maladie. La valeur de l'image, bien que produite mécaniquement, est en fait issue d'un diagnostic et ne peut pas être considérée comme totalement neutre. Donc à partir de là, la valeur épistémique de la photographie n'est pas si simple. Et de même, sans doute, les autres types d'imagerie en médecine qui ne sont lisibles qu'à être motivés ou interprétés. Il y a un projet en amont et un discours qui accompagne pour que cela soit lisible. John Tagg, qui a écrit The Burden of Representation, et qui est vraiment dans une optique foucaldienne revendiquée, nous dit d'ailleurs que les photos, présent dans son ouvrage, le fait que la plupart des photographies dans les institutions du 19e siècle sont en fait le fait d'une mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de codes. Les individus doivent être présentés de manière frontale, sur un décor neutre, etc., etc. Il peut y avoir une connaissance que si ces codes sont respectés, que s'il y a un certain protocole qui permet de déceler en quoi un individu est à l'écart ou non de la norme. Alors le cas le plus violent à cet écart, et ça fera la transition avec mon deuxième cas, c'est le cas d'Augustine dans l'iconographie de la Salpêtrière. Donc vous voyez un portrait qui, si on n'avait pas ce titre-là, pourrait paraître un portrait photographique tout à fait classique. Le modèle est celui des codes picturaux, du portrait traditionnel en peinture puis en photographie, mais qui finalement, avec ce titre, et dans le contexte de l'iconographie de la Salpêtrière, devient un portrait de malade. Donc, dernier cas, dans ce sens, le dernier cas, c'est donc toujours avec Charcot. Donc ça, voilà, vous avez donc, voyez, la planche 14, et puis juste après, vous avez cette planche-là. Charcot doit faire appel, dans l'iconographie de la Salpêtrière, à une œuvre d'art, à un moment, que je vais vous montrer dans un instant, ça sera la dernière image. Il doit faire appel à une œuvre d'art face à justement cette impossibilité de fixer l'acmé d'une crise d'hystérie. Donc vous voyez ici le cri, déjà il y a une défiguration et quelque chose qui échappe à l'appareil photographique. Donc là je suis Didier Huberman dans son article Le cynisme iconographique qu'on trouve facilement sur Internet. Il explique que voilà, il y a une hystérique qui échappe à la captation de l'appareil photographique et donc du coup Charcot et Richet s'appuient sur un tableau. Et donc c'est ce tableau, Saint Ignace délivrant une possédée ressuscitant un enfant mort de Rubens. Et donc c'est cette figure-là qui intéresse Charcot et Richet. Et puis là vous avez un dessin de Richet qui montre quel est le détail à voir. Et ils écrivent de ce fait dans Les démoniaques dans l'art que Rubens a su, avec sa démoniaque, représenter une hystérique. Donc il y a une clinique rétrospective, si vous voulez, de la part des médecins à partir du passé. Ils écrivent, je les cite, « Il était impossible de dire plus en aussi peu de traits et de réunir en une même figure plus des signes effrayants qui caractérisent la grande névrose. » Fin de citation. Alors forcément, moi, ce qui m'intéressait en tant que philosophe de l'art, c'est plutôt comment il y avait une torsion de sens ici, parce qu'en fait, c'est une possédée, ce n'est pas une hystérique. Bon. Mais du point de vue épistémologique, ce qui est intéressant ici, c'est que pour Charcot et Richet, l'œuvre de Rubens n'est pas simplement un témoignage du passé, comme je voulais suggérer avec le Vérolé de Grunewald, mais aussi un témoignage et un appui pour les théories de Charcot. C'est-à-dire que au moment où le réel se dérobe, on s'appuie sur une œuvre d'art pour pouvoir montrer ce qui ne peut pas se montrer autrement. Et donc, voilà, Georges Didier Huberman montre qu'ici, il y a une sorte de cercle vicieux qui fait qu'en fait, il faut d'inventer l'hystérie, d'inventer une catégorie médicale qui finalement ne peut vraiment être montrée dans la réalité. Et l'avenir, la suite le montrera. Donc, il y a, en ce sens, fixation, si vous voulez, en trois sens. Les images imposent un sens, d'une certaine manière. Autre possibilité de fixation, les images permettent de circonscrire la pathologie.
Et encore dernière possibilité, les images peuvent réifier des individus en les identifiant à leur pathologie. Donc, dernier point pour terminer ma communication, avant quelques mots de conclusion. Ce que je voulais suggérer ici, c'est l'intérêt des théories de Foucault par rapport à la question de l'image, du statut de l'image médicale, et donc peut-être aussi de l'imagerie médicale. Il s'agit de saisir, avec Foucault, qu'une image s'inscrit dans un contexte et qu'elle peut donc être similaire à un discours en tant qu'elle est une certaine mise en forme, en tant qu'elle suppose une théorie. Et dans ce cadre-là, le réel est toujours construit. Dans chaque épistémé, dans la logique de Foucault, à chaque époque, il y a une certaine alliance des mots et des choses. Et donc la photographie, au XIXe siècle par exemple, ne vaut comme preuve qu'en ce sens, parce qu'elle est ici conforme à ce qu'on a vu et à ce qu'on veut montrer, parce qu'elle est construite et validée pour cela. Donc il faut vraiment comprendre la photographie, cette image, dans un cadre, dans un contexte. Avec Foucault, il y a différents régimes de vérité propres à différentes époques. Alors, je ne veux surtout pas suggérer, et Foucault non plus d'ailleurs, par là qu'il faudrait sombrer dans le relativisme. Cela ne signifie pas que l'ancrage de la clinique est faux et qu'on n'a pas une vérité ici et que tout ça c'est n'importe quoi, etc., etc. Mais il s'agit de comprendre que c'est dépendant d'une certaine configuration épistémique. À partir de là, deuxième intérêt, on peut saisir l'articulation des enjeux épistémologiques avec les enjeux éthiques. Ça a été mentionné aussi il y a un instant. On ne définit la maladie que par rapport à une norme de la santé, c'est-à-dire par rapport à un devoir-être. Donc ça veut dire quoi? Cela signifie que le terme de maladie n'est pas objectif, mais c'est le fait d'une décision et d'un espoir, évidemment, de remédier à des souffrances ou à des perspectives malheureuses. Je renvoie à Canguilhem sur cette question du normal et du pathologique, évidemment. Donc, ce qui me semble intéressant ici, c'est de prendre conscience qu'il faut réfléchir à cette prétendue objectivité des images et des discours médicaux, parce que les images ne prennent sens que par le discours qui les sous-tend ou qui les accompagne, et que donc il faut avoir conscience, qui ne signifie pas renoncer bien sûr, il faut avoir conscience que tout ça est lié à un devoir-être, à une valeur que l'on a posée, qui est donc une définition de ce qui doit être et de ce que l'on doit éviter ou soigner. Il en va ici du bien-être des patients, sans doute, de leur appréhension des soins et de la légitimité de ceux-ci. Enfin, dernier point, avec Foucault, mais ça va juste être une suggestion, on peut penser aussi la concurrence d'autres savoirs et d'autres mises en forme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas forcément aller voir d'autres médecines d'une autre époque, évidemment, mais peut-être qu'au sein d'une même époque, peut-être que dans certains cadres, d'autres images, d'autres discours sont plus parlants, qu'ils décrivent mieux la réalité, qu'ils sont plus proches du vécu. Ce qui a été suggéré à un moment tout à l'heure aussi, avec cette idée de faire un dessin pour que le patient comprenne mieux. Donc on pourrait avoir aussi une ouverture également à l'art-thérapie, à la narrative médecine, etc. Donc un ensemble d'autres types de discours, peut-être moins objectifs en un sens, mais davantage, mais plus proches d'une certaine subjectivité. Donc pour conclure et synthétiser, donc en trois points, donc la naissance de la clinique permet de saisir l'importance des images en médecine depuis le 19e siècle, depuis une certaine conception de la maladie fondatrice de la médecine moderne, et il se pourrait que la prolifération des images par d'autres moyens au XXe siècle et encore plus aujourd'hui en soit l'héritière. Deuxième point, cet usage des images, qu'elles soient mécaniques ou qu'elles soient artistiques, est toujours à comprendre dans un contexte, c'est-à-dire dans un réseau de discours et de pratiques qui en font de la vérité, qui leur donnent ce statut de vérité. Les images n'ont ce statut que par le discours qui les accompagne, que par l'expertise médicale qui les a fait naître et qui leur donne sens. Dernier point, leur objectivité est donc à relativiser, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas de valeur, ce qui ne signifie pas que ces images n'ont pas de valeur et qu'elles ne sont pas utiles et justes dans un certain cadre. Mais il s'agit d'avoir conscience des présupposés qui en font des preuves, des illustrations, des modèles. Il s'agit d'avoir conscience donc des limites, quand la notion même de maladie est toujours à la fois liée à l'épistémologie et à l'éthique, puisque la norme est nécessairement une décision et un choix de valeur. De ce fait, le diagnostic qui est porté sur une image, et donc sur un corps, révèle un problème, mais peut aussi le créer. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu exactement les 30 minutes.